simplement par remercier la FFB qui nous a accueillis aujourd'hui, par remercier nos deux présidents de séance, par remercier tous nos intervenants dont vous avez pu voir la qualité et l'intérêt des propos, pour remercier aussi ceux qui ont préparé matériellement cette journée, Madame Fougas, le CERCOL, les étudiants du M2. Et puis, j'en viendrai à mes propos conclusifs. Alors c'est vrai qu'a priori, conclure une journée comme ça, alors que les sujets de la matinée et de l'après-midi n'ont absolument rien à voir, peut paraître assez compliqué, sauf à tomber dans l'arbitraire. Mais en fait, si on oublie un peu le contenu de cette matinée et de cet après-midi, on voit que derrière ce contenu, il y a des constantes. Ce matin, c'est plutôt de la jurisprudence qu'on a parlé. Cet après-midi, on s'est concentré quasi exclusivement sur la loi et ses implications futures. Et quel jugement on va pouvoir porter sur ces deux éléments? Alors, je me souviens qu'il y a 20 ans, dans les années 90-95, qu'est-ce qu'on disait? On disait que le juge était un homme dangereux. On parlait de la dérive jurisprudentielle en matière d'assurance construction. Parler de juge devant des assureurs était très mal vu, sauf pour en dire du mal. Et au contraire, le législateur, c'était celui qui venait jouer le shérif et apaiser les conflits. L'ordonnance de 2005 en est un exemple. Et finalement, on était dans un ordre plutôt normal. Le législateur était valorisé, le juge un peu dévalorisé, et en tous les cas, il inquiétait. Et qu'est-ce qu'on a entendu aujourd'hui? On a entendu finalement pratiquement l'inverse. Aujourd'hui, c'est le juge qui rassure, et puis c'est le législateur qui inquiète. C'est le juge qui est la solution et c'est le législateur qui est le problème. Et ça, c'est quand même un petit peu inquiétant. Et pourquoi? Je vais développer ces deux points. Tout simplement parce que si le juge rassure, si le juge est la solution, c'est parce qu'il a compris qu'il fallait être pragmatique. Et si le législateur inquiète, c'est parce que il lui prend l'envie, pour ne pas dire la folie, d'être dogmatique. Et donc, je vais essayer de voir avec vous en quoi on est aujourd'hui confronté à un juge pragmatique et à un législateur dogmatique. Le pragmatisme du juge, on le voit dans sa volonté de jouer le jeu du législateur. Ce qui, après tout, n'est pas toujours évident. Le juge a tendance à accompagner le législateur dans un certain nombre de ses innovations et quelquefois il corrige spontanément les défauts de la loi. Et puis, le juge, il est aussi pragmatique en ce que, par-delà l'application efficace de la loi, il essaye d'avoir une application juste de la loi. Juste parce qu'il recherche des équilibres. Je vais développer ces deux points. Une application efficace de la loi, qu'est-ce que c'est? Ça peut être deux choses. Ça peut être de donner toute sa portée à la loi, et puis, au risque de vous choquer, ça peut être de temps en temps de mettre la loi de côté. Et le juge fait exactement ces deux choses-là. Face à une loi, face à une volonté législative, il sait donner toute sa portée à cette volonté législative. Exemple,
Nous avons aujourd'hui, depuis longtemps, mais je dirais depuis 10-15 ans, une volonté très nette de favoriser les constructions, de favoriser l'obtention des permis de construire, de limiter les démolitions. Et bien, le juge l'accepte et le juge donne toute sa portée à cela. Dans les arrêts qui ont été cités ce matin, l'un des derniers en date, 9 décembre 2002, sur les pièces dilatoires qui n'interrompent pas le délai d'instruction, la volonté, c'est de rendre plus facile l'obtention du permis, en évitant que précisément on puisse faire obstacle à cette obtention du permis. Lorsque le législateur sort des textes pour limiter les recours et limiter les requérants, le Conseil d'État, sur la notion de voisin immédiat, sort une application raisonnable de ces textes, en s'y reprenant d'ailleurs à 2 fois sur la notion de voisin immédiat, mais c'est pas grave, il a le droit lui aussi de se tromper. Et puis, que dire de cette magnifique épopée jurisprudentielle du Conseil d'État sur le permis de régularisation et sur le permis modificatif? C'est quand même extraordinaire. Dire, finalement, vous pouvez tout changer maintenant, dès lors vous ne touchez pas à la nature. C'est-à-dire vraiment au cœur, il ne pouvait pas aller plus loin quand même. C'est donner beaucoup de pouvoir à celui qui demande son permis, au promoteur, avec les inconvénients du système qui ont bien été montrés ce matin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que si on fait ça, on ne prend pas de risque. On prend le risque de voir tout ce qui est modifié se trouver attaqué et donc remis en cause. Et de même, quand je regarde, toujours en matière de permis de construire, un arrêt qu'on n'a pas cité, mais que je trouve personnellement intéressant, et cette fois-ci du juge judiciaire de la Cour de cassation, l'arrêt du 19 janvier 2022 sur l'application de l'article R431-24 aux maisons individuelles. C'est quand même un arrêt intéressant parce que ici, il applique littéralement la loi pour permettre plus facilement la possibilité d'avoir des permis de construire valant division, même lorsque on aboutit à un lotissement de maisons individuelles, tout en prenant, et c'est quand même intéressant de le noter, tout en prenant la précaution de noter qu'en l'espèce, celui qui avait le permis avait ce n'avait pas pour but, la demande qu'il avait faite, d'exonérer le vendeur des obligations qu'il avait contractées, de réaliser des travaux de viabilisation ainsi que des éléments collectifs. Donc le juge a bien compris le problème qu'il pouvait y avoir derrière l'application de l'article 31-24 aux maisons individuelles. Et ce problème, c'était le risque de voir les malheureux colotis avec les réseaux collectifs, les voies collectives qui n'étaient jamais faites. De même, sur la sanction des constructions illégales, le Conseil d'État et la Cour de cassation combinent leur jurisprudence. Et on a parlé ce matin de l'article L111-12 sur le raccordement des constructions illégales. Il y a effectivement un arrêt du Conseil d'État du 23 novembre qui a été cité, mais il y a un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2022 sur le même sujet. Et on voit bien qu'ici, les deux juges appliquent sans faiblesse ce texte, dès lors que ces conditions sont réunies, pour éviter que des constructions trop illégales ne puissent être accordées. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans l'application de l'article L480-13, ce fameux texte qui limite considérablement les possibilités de démolition, mais il y a un certain nombre d'exceptions dans lesquelles la démolition va jouer. Et la Cour de cassation, le 16 novembre dernier, donc c'est tout récent, nous dit si on est dans une zone de protection des monuments historiques, dans les 500 mètres, la démolition est possible, même si ce n'est pas visible. Et donc une application stricte qui est assez logique parce qu'on est dans une exception et donc on va appliquer strictement l'exception. Et puis,
que dire de la position de la Cour de cassation dont il a été parlé aussi bien ce matin que cet après-midi, avec l'arrêt du 14 décembre, puisqu'il est d'aujourd'hui, dont a parlé Cyril Charbonneau, sur la façon dont la Cour de cassation applique les délais en matière d'action contre les constructeurs et les constructeurs les uns contre les autres. Ici, le juge a essayé de trouver ce qui lui paraissait le plus raisonnable, le plus pragmatique, quitte à tordre un peu l'application stricte de la loi. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose toujours. Est-ce que finalement le juge doit appliquer la lettre ou l'esprit de la loi? Et lorsqu'on lui pose la question, on peut lui poser, enfin en tous les cas vous conseiller, il n'y a évidemment pas de réponse parce que c'est un choix qu'ils se réservent. Et on peut dire qu'ils appliquent la lettre de la loi quand elle leur plaît et l'esprit quand la lettre leur plaît pas. Ça laisse une certaine marge de liberté, mais c'est ça le pragmatisme, et c'est ça une jurisprudence bien comprise. Et puis quelquefois, je dirais, le juge va plus loin parce que il peut mettre carrément de côté la loi. C'est pas très fréquent puisqu'il est censé l'appliquer, mais enfin de temps en temps il se gêne pas. Finalement, ça fait maintenant très très longtemps qu'on a la réception tacite en jurisprudence. Mais enfin, quand on regarde l'article 1792-6, le législateur l'avait expressément exclu, et dans les travaux préparatoires, il était bien dit qu'ils n'en voulaient pas. 10 ans après, la Cour de cassation dit non, c'est très bien, et elle a eu raison. Elle a eu raison. De même, sur les jurisprudences récentes, sur la réception par lot, on parle dans l'article de réception de l'ouvrage, on ne parle pas des réceptions des lots. Et la Cour de cassation n'a peut-être pas eu tort de choisir ici la réception par lot, mais même si évidemment on peut en discuter. Et quand on a une application trop littérale, ça peut parfois faire des dégâts. On nous a parlé ce matin de cet arrêt du Conseil d'État du 7 juillet sur l'application dans le temps des destinations. Franchement, c'est un arrêt qui respecte la lettre de la loi, mais qui est complètement incohérent. D'ailleurs, on nous l'a dit. Comment peut-on appliquer une partie, c'est-à-dire l'autorisation immédiatement, et puis la règle de fond plus tard, alors qu'évidemment, ça a été conçu et pensé pour avoir une unité. Et finalement, peut-être que le Conseil d'État aurait été plus intelligent de mettre la loi de côté. Quand la loi n'a pas de sens, il faut que le juge lui redonne son sens, tout simplement. Donc vous voyez que ce pragmatisme du juge, on le voit dans son rapport à la loi. Et puis on le voit aussi dans son rapport à l'équité. Et dans son rapport à l'équité, c'est quelque chose de relativement nouveau qu'on voit apparaître, qui est cet équilibre. Cet équilibre qui va conduire à choisir telle règle plutôt que telle autre. Puis dans certains cas, d'ailleurs, c'est pas forcément l'équité qui va guider l'équilibre. Moi, je suis assez frappé de voir que dans la jurisprudence récente, chaque ordre juridictionnel choisit parfois de se cloisonner pour rendre sa solution plus efficace. Alors, je vais expliquer là-dessus sur ce premier équilibre entre, je dirais, l'efficacité du droit et l'unité du droit. Dans une version, dans une conception plutôt tout à fait théoriquement intéressante, on pourrait se dire le droit est un, il n'y a pas de droit civil, il n'y a pas de droit administratif, donc il faut que chaque juge applique de manière stricte toutes les règles juridiques. Donc le juge administratif doit appliquer les règles du droit civil et vice-versa. Mais on voit bien que s'il fait ça, ça peut conduire à quelques inconvénients. Et bien sûr, il va
utiliser, enfin, chaque ordre juridique, je dirais, va utiliser l'autre. On le voit dans les sanctions. Le droit de l'urbanisme utilise les sanctions de droit civil. Le droit de la construction utilise le droit de l'urbanisme avec les pièces obligatoires à la demande de permis et la DACT. Donc ici, il y a des échanges, oui. Mais parfois, l'efficacité du droit va supposer l'ignorance de l'autre système juridique. Premier exemple, 431 du Code de l'urbanisme. Et il y a de la jurisprudence récente, je reste dans mon sujet de 2022 là-dessus. Ce texte, c'est le texte sur la qualité requise pour demander le permis, qui nous dit que il faut être propriétaire ou avoir un titre. Propriétaire, c'est une notion de droit privé. Titre, c'est des titres de droit privé, pour l'essentiel, même si on parle du domaine public. Or, si on rentre trop dans ici l'application stricte de ces règles de droit civil, eh bien, on va compliquer considérablement l'obtention des autorisations d'urbanisme, ne serait-ce que parce que les services compétents pour les instruire n'ont pas la compétence de l'autre ordre juridique. Donc, très logiquement, que fait le Conseil d'État ? Il nous dit on n'applique pas, en fait, ou du moins de manière très légère, superficielle, les règles du droit civil. Dans un arrêt tout récent, 23 novembre 2022, le Conseil d'État nous dit voilà, il y a un permis de construire demandé par une personne morale. Donc, très bien. Oh, il y avait juste un petit détail, la personne morale n'existait pas. Juste un détail. Pas de problème. C'est une personne qui peut demander le permis. Aberrant. Aberrant, mais efficace. Ici, le cloisonnement des droits, la mise à l'écart de l'unité, elle s'explique. De même, dans un arrêt qui n'est pas si vieux que ça du Conseil d'État, il y a un an ou deux, on avait un copropriétaire qui demande un permis de construire, une déclaration préalable, et puis il avait juste... Alors, il n'avait pas oublié de demander l'autorisation de l'Assemblée générale, il l'avait demandé, elle lui avait été refusée. Donc, il était évidemment de bonne foi en déclarant qu'il avait tout ce qu'il fallait pour demander le permis. Et le Conseil d'État dit aucun problème, et il dit même il n'y a pas fraude. Alors pourtant, c'était une fraude chimiquement pure, parce qu'en fait, c'est un mensonge caractérisé. Il n'y a pas fraude. Très bien, vous pouvez avoir votre permis. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème avec l'Assemblée générale et le syndicat, c'est autre chose. Donc, on voit bien cela. Et si je regarde maintenant du côté du juge judiciaire, j'ai exactement la même chose. La jurisprudence récente de 2022 sur les servitudes et les usucapions, on a deux arrêts de la Cour de cassation qui nous disent pour l'usucapion, pour une prescription d'une servitude, peu importe que ça ait été fait en violation d'une règle de droit public, en l'occurrence une règle d'urbanisme. Pour l'usucapion, c'était l'usucapion d'une maison qui avait été construite totalement illégalement. Et la Cour de cassation dit ça pose pas de problème dès lors qu'il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. C'est quand même intéressant de voir qu'une atteinte au droit de l'urbanisme n'est pas considérée comme une violation de l'ordre public. C'est pour ça que chaque ordre juridictionnel a quand même des perles qui méritent d'être vues. Mais ils ont raison. Ils ont raison parce que s'ils raisonnent autrement, on va rentrer dans des discussions. Est-ce qu'on va, le notaire qui va faire l'attestation du usucapion, est-ce qu'il va devoir aller vérifier la légalité de la construction qui a été faite il y a 20 ans? Ils ont raison. Et quand ils ne le font pas, on voit que ça pose des problèmes. L'arrêt dont on nous a parlé tout à l'heure sur la préemption, un arrêt quand même très intéressant, là, le Conseil d'État applique strictement les règles du droit civil. Il applique strictement les règles du bail et construction. Mais il y a une lecture de l'arrêt qui est possible, qui est de dire, aujourd'hui, dès lors que j'ai fait un bail avec promesse d'achat, je fais l'ADIA au moment de la promesse d'achat, comme de toute façon,
l'achat, il va être fait par la commune avec la promesse d'achat. Il ne pourra pas y avoir l'atteinte aux objectifs de l'article L211 et de l'article L300 du Code de l'urbanisme. Donc, il n'y a pas de possibilité de préemption. Donc, si vous voulez frauder le droit de préemption urbain, vous faites un bail avec une levée d'options, sauf la fraude, évidemment. Je ne pense pas qu'il faille lire comme ça l'arrêt, mais vous voyez, quand on suit strictement les règles du droit civil, on peut avoir des effets pervers collatéraux. Alors, je reviens à mon autre équilibre, mon équilibre équité. Et là, on a eu ce matin de bons exemples avec la Convention européenne des droits de l'homme et le droit au domicile, et puis cet arrêt intéressant de la Cour de cassation en matière de servitude, avec l'application anticipée et tronquée d'ailleurs de l'article 1221. Ces arrêts, ils posent évidemment des questions. Faut-il les approuver? Si on considère que l'équité doit primer sur la sécurité juridique, sans aucun doute. Si l'on considère que la sécurité juridique doit primer sur l'équité, non. Et ça, c'est un choix quasiment politique que chacun doit faire. Parce qu'il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de bonne règle. Le juge a décidé cela. Mais l'inconvénient majeur de sa solution, c'est qu'aujourd'hui, il nous plonge tous dans l'incertitude. Avant, je savais très bien que si je construisais illégalement en violant un droit réel, la sanction, c'était la démolition. Aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Alors, est-ce que ça ne va pas être une tentation à y aller, à prendre ce risque, en se disant, je vais peut-être tomber sur un juge sympathique ou pas? En tous les cas, quel conseil donner aujourd'hui en disant vous n'êtes pas sûr d'être démoli, mais enfin il y a quand même des chances raisonnables que vous le soyez peut-être. Et la sécurité juridique, on prend quand même un petit coup ici, mais quand même en même temps, il faut bien reconnaître que parfois l'application stricte de la règle avait un petit côté absurde, un petit côté pays du bloc soviétique d'avant 1989 où on discutait de rien. C'était le rideau de fer de l'application jurisprudentielle. On a aujourd'hui quelque chose de plus ouvert et c'est aussi sympathique. Donc vous voyez, finalement, le juge, dans toutes les décisions qu'il a rendues cette année, 2022 ou quasiment, c'est des décisions qui sont plutôt positives, que l'on doit accepter avec reconnaissance parce qu'il a résolu un certain nombre de problèmes et il n'en a pas créé. Et à côté de ça, on a notre législateur qui, lui, s'enferme dans le dogmatisme en matière, évidemment, de performance énergétique. Le dogmatisme du législateur. Qui dit dogme, dit évidemment religion, et qui dit religion dit Dieu. Quel est notre Dieu? Je dirais c'est plutôt une déesse. C'est la terre. Nous allons, avec cette nouvelle religion, avec ces nouveaux dogmes, nous allons essayer de sauver la terre. Alors, c'est une religion tout à fait nécessaire, parce que si on ne sauve pas la terre, on ne sauve pas nous-mêmes. Donc, évidemment, on n'a pas trop le choix. Et je le dis vraiment d'entrée pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur mes propos futurs, ces règles de protection de l'environnement, de lutte contre les gaz à effet de serre sont une nécessité absolue sur laquelle il n'y a pas à discuter. Je ne suis pas du tout un climato-sceptique. Cela dit, faut-il être un prosélyte zélé, comme l'est la France, dans la pratique de cette nouvelle religion? C'est ça la question. Alors,
je ne suis pas sûr que la France soit un converti récent, mais elle est aiguillonnée à la fois par la société civile, ou enfin par certains membres de la société civile, puis il ne faut pas oublier aussi par le juge. Parce qu'on parlait du pragmatisme du juge, il y a quand même eu plusieurs décisions du Conseil d'État qui ont condamné la France pour inaction climatique. Mais on constate quand même qu'il y a une prolifération des dogmes. Exposé de Mme Coulon était de ce point de vue-là vraiment très intéressant sur ces dogmes-là, mais il y en a bien d'autres. Et on se dit, mais jusqu'où on va aller dans cette prolifération des dogmes? Et plus généralement, je dirais qu'il y a un dogmatisme des objectifs, il y a un dogmatisme qui se conjugue avec un irréalisme des moyens, et puis un irréalisme aussi, je trouve, des sanctions. Je commence par le dogmatisme des objectifs. Un dogme, qu'est-ce que c'est? C'est une vérité révélée. Aujourd'hui, on nous assène une vérité révélée. C'est-à-dire une vérité finalement arbitraire. Je ne nie pas du tout le réchauffement climatique. Là n'est pas la question. Je dis simplement, voilà, on nous dit, pour les logements, il y a A, B, C, D, E, F, G. Pour le tertiaire, il y a le décret tertiaire avec ses normes. Tout ça, ce sont des vérités que le législateur nous assène, des vérités législativement révélées. Mais qui les fait, ces vérités? C'est le législateur. C'est le législateur. Et donc, est-ce que le législateur ne pouvait pas avoir d'autres vérités que celle-là? La question mérite d'être posée. Et puis, ce qui est assez amusant, c'est que tout ce qu'on a dit, enfin une bonne partie de ce qu'on a dit cet après-midi, va être faux dans quelques années. Parce que, vous savez, dans les religions, il y a aussi des conciles. Le dogme évolue. Et il se trouve que récemment, il y a eu une réunion du Concile européen. Et le 21 octobre, il y a eu une refonte, une proposition de directive sur la performance énergétique des bâtiments. C'est amusant quand même. Ce qui fait que toutes nos belles catégories, la B, C, D, E, F, G, normalement, pour nous qui avons récemment refait nos classifications, ce sera je crois en 2029, mais en 2029, devra s'appliquer les nouveaux dogmes. Et dans les nouveaux dogmes, il y aura par exemple une classe A0, A+, puis bref, il y a pas mal de modifications quand même. Donc je me dis, est-ce que on n'a pas été trop vite? Est-ce qu'on n'a pas délivré nos dogmes un peu trop tôt, en attendant peut-être ces évolutions? Parce que on a parlé, Gwen en a parlé tout à l'heure, les diagnostics d'avant, les diagnostics d'après, puis les diagnostics d'après-après, puisqu'ils ont été modifiés en avant. Puis alors on va voir les diagnostics d'après-après, puisque ce seront ceux qui vont sortir du chapeau européen, enfin de la loi qui appliquera le chapeau européen. On peut quand même se poser la question. Et puis, à côté de ces dogmes, qui sont ces vérités révélées, il y a évidemment des moyens qui sont donnés aux croyants d'adhérer. Et là, je suis perplexe, comme d'autres. Alors bien sûr, il y aura les marchands du temple, tous ceux qui vont gagner de l'argent avec ces nouveaux dogmes. Tant mieux pour eux. Les diagnostiqueurs, etc. Mais je trouve quand même que le denier de ce culte est quand même assez élevé. Je vais m'expliquer. On nous dit, et personne n'a démenti ces chiffres, que la rénovation de chaque logement, c'est en moyenne 30 000 euros. Bon, on va dire 20 000, 30 000, 40 000, peu importe. On nous dit, et je crois que c'est aussi vrai, qu'il y a aujourd'hui que moins de 5% des logements qui sont A ou B, donc il faut que tous les autres
et les travaux d'amélioration avant 2050. Ça fait pas loin de 30 millions, 26 millions, 27, bon, peu importe. Vous faites une petite multiplication, 30 000 euros par, allez, disons 25 millions de logements, ça fait quand même 750 milliards. Voilà, ça fait un denier du culte à 750 milliards. Bien, je ne vais pas plus loin ici dans l'aspect financier, sachant quand même que, à côté de ça, vous avez peut-être vu que le budget dévolu cette année à ma prime rénov', c'est de l'ordre de 3 milliards, quelque chose comme ça. Enfin, dans ces ordres-là. Donc vous voyez que pour arriver à quelques centaines de milliards, il faudra des dizaines, oui, des centaines d'années. De plus, en imaginant même qu'on ait l'argent, que la quête ait été bonne, est-ce qu'on a la possibilité de faire tout ce qu'il faut pour mettre les logements en adéquation avec les nouvelles normes? J'ai regardé le bilan économique de la FFB. La rénovation, c'est 48 milliards d'euros. Bon, imaginons que les entreprises du bâtiment puissent techniquement et humainement augmenter leur activité de 20%. C'est déjà pas mal, hein, j'y crois pas, mais enfin bon, imaginons. Ça fait 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros divisé par 30 000 euros par logement. Ça fait combien? Ça fait à peu près 330 000 logements. Donc c'est une capacité de rénovation de 330 000 logements par an. Combien y a-t-il de passoires thermiques? 5 millions, 6 millions. Combien d'années il faudra pour rénover les passoires thermiques? Vous voyez que c'est au moins 15, peut-être 17. Donc, le dogme qui nous est posé que tous les bâtiments F et G devront être supprimés très vite, que E et puis après D devront être supprimés très vite, ça ne tient pas la route 5 minutes. C'est pas possible. Donc, à partir de là, où on change le dogme, où on change de religion. C'est le choix. D'autant que, ça on n'a pas les moyens, mais est-ce que, si on avait les moyens et l'argent, est-ce qu'on pourrait l'imposer avec des sanctions efficaces? Alors, évidemment, en droit commercial, avec le décret tertiaire, name and shame, ça c'est fort, mais ça fait quand même conversion forcée. C'est pas brillant hein, en matière religieuse, la conversion forcée, ça évoque le XVIe siècle en Amérique latine. Et pour le logement, qu'est-ce qu'on a comme sanction? En fait, on n'a vraiment que des sanctions un peu indirectes. On va faire appel au droit des édifices insalubres. On va peut-être essayer de mettre en cause la responsabilité du syndicat de copropriétaires dans les copropriétés. Et puis peut-être qu'un jour, il faudra dire, vous n'avez plus le droit de vendre si, vous n'avez plus le droit de louer. Alors c'est déjà le cas, mais est-ce qu'on imagine un instant, sachant que la moitié des passoires thermiques sont dans la région parisienne, qu'on va dire demain à la moitié des gens qui sont dans les passoires thermiques, écoutez, maintenant vous allez dormir dans votre voiture. Non. Est-ce qu'on va leur dire, vous payez plus de loyer? On pourrait. Mais si on dit ça, avec quel argent les propriétaires font les travaux, etc. Donc, vous voyez que ça pose beaucoup de questions, tous ces dogmes. Et puis, ça pose aussi des questions de responsabilité des ministres du culte. Et dans les ministres du culte, il y a évidemment le diagnostiqueur et puis l'auditeur, parce que dans les mois qui viennent, il y aura l'audit. Et quelle est la différence essentielle? C'est que l'auditeur, alors c'est déjà le cas un peu du diagnostiqueur, mais l'auditeur, il devra dire quels sont les travaux qui sont nécessaires pour atteindre les nouvelles classes.
Et donc, deux solutions, soit ce qu'il dit n'a pas d'importance et il est irresponsable, mais ça, j'y crois pas trop, soit s'il donne une liste de travaux précis et que ces travaux sont pas efficaces, ça va être quand même ennuyeux. Et là, moi, je suis un peu quand même surpris de la façon dont on voit la responsabilité aujourd'hui. On nous dit, en fait, bon, le diagnostiqueur, c'est la position officielle du ministère, hein, Brunel l'a rappelé, le diagnostiqueur, il est responsable uniquement de ses fautes, de ce qui rentre. Alors, c'est quand même quelqu'un à qui on demande un résultat et qui n'est responsable que de ses moyens. Bon, déjà, c'est un peu bizarre. Pourquoi pas? Après, on va nous dire, l'auditeur, il est peut-être pas responsable, il donne une liste de travaux, mais c'est pas grave. Alors, on fait faire les travaux, et puis on nous dit aujourd'hui, mais ça c'est ancien, Cyril Charbonne en a parlé, avec le fameux article dont on a oublié moi aussi le nouveau numéro, les travaux sont pas efficaces, mais il n'y a pas d'impropriété à la destination, surtout. Donc, en fait, il n'y a pas de responsabilité des SNAT, donc il n'y a pas d'assurance. Donc, finalement, on va aller chercher une autre responsabilité. Mais est-ce que tout ça, c'est cohérent avec l'objectif du législateur? Si vraiment le dogme, c'est tous les appartements, tous les logements doivent être performants énergétiquement, ça veut dire qu'il ne faut pas sanctionner que ceux qui ne décident pas les travaux, il faut aussi sanctionner ceux qui font mal les travaux, ceux qui font mal les diagnostics, ceux qui font mal les audits. Ou alors on n'est pas logique. Vous voyez ce que je veux dire? Quant aux résultats de ces dogmes, on voit bien qu'il y aura sans doute des résultats plus rapides du côté du tertiaire. D'abord parce qu'il y a plus d'argent, et puis parce que on y parle plus facilement de valeur verte. Il y a une question sur l'impact économique assez intéressante, c'est est-ce que c'est une valeur verte ou un coût vert? J'étais au congrès de la CNEC il y a 10 jours, et les experts économiques, eux, ils parlaient plutôt de coût vert. Alors je vais remettre le coût vert, si je puis dire, c'est-à-dire que si on parle de valeur verte, ça veut dire qu'on va augmenter la valeur d'un bien, ce qui semblerait être le cas puisqu'on dit si on fait des travaux dans le tertiaire d'isolation énergétique, je vais pouvoir augmenter le loyer, donc j'augmente, c'est une valeur verte. Mais dans le logement, on raisonne plutôt à l'inverse, en disant si je ne fais pas les travaux, mon bien perd de la valeur. Mais c'est complètement différent, quoi. Faut bien voir l'impact que ça peut avoir. Alors, je ne sais pas comme je sais pertinemment que les délais ne seront pas tenables, je ne sais évidemment pas, et personne ne sait, combien de logements seront rénovés, efficacement rénovés, dans les délais. Est-ce que ça a une importance déterminante? Au risque de vous surprendre, je dirais non. Pourquoi? Parce que on parle de dogme et de religion. Est-ce que sauver la planète, c'est une religion universelle? Vous allez tous me répondre oui. C'est une religion universelle. Mais vous avez parlé de la plateforme Opérate, et ça m'a rappelé Tosca. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une association d'idées avec Tosca. Et dans Tosca, il y a Scarpia, à la fin de l'acte 1, avec des amateurs. Et à la fin de l'acte 1, Scarpia, qui a manigancé des choses épouvantables contre le chevalier Cavaradossi, se trouve assister à une cérémonie religieuse, et on le voit, après avoir fait toutes ces manigances, se tourner avec tous les croyants et faire semblant d'assister. Et je me suis dit, tiens, mais finalement, à la COP 27, à Sharm el-Sheikh, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de Scarpia. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de gens qui se montrent croyants en apparence, mais qui en réalité ne font pas grand-chose pour la planète. Et je vous rappelle quand même que nous, Français, nous produisons 1% des gaz à effet de serre. 1%. Et que le bâtiment français, c'est 30% des gaz à effet de serre français. Donc, si demain, on arrive à mettre tous nos bâtiments
avec A ou B. Ben, on aura économisé 0,30% des gaz d'émission d'effet de serre du monde. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'aura pas d'événements climatiques, que les mers ne monteront pas, que les pôles ne fondront pas? Évidemment pas, puisqu'on dépend complètement des autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Et je pense que nous, en croyant zélés, notre devoir, c'est de convaincre les autres de faire quelque chose. Mais quand on regarde ça, on voit après tous les aspects techniques de ces réglementations sous un angle quand même un peu différent, en se disant, bon, tout ça pour ça, est-ce que vraiment il est nécessaire de dépenser tant d'argent pour un résultat qui, à l'échelle planétaire, est quand même relativement faible? Et notamment, une question qui peut se poser, c'est, de toute façon, on risque fort d'avoir ces événements climatiques dans les années qui viennent terribles, parce que justement, beaucoup n'auront rien fait. Est-ce qu'on n'aura pas besoin de cet argent qu'on aura dépensé dans les bâtiments pour se protéger autrement? Autrement dit, et ce sera ma conclusion, je voudrais simplement, non pas que le législateur ne fasse rien, parce que je vous dis, je suis absolument convaincu de la nécessité de faire quelque chose, et de quelque chose de fort, mais d'utile et de proportionnel. Et je voudrais que le législateur, tout simplement, y suive la façon d'être du juge. Autrement dit, qu'il demande à chacun des efforts qui soient proportionnels à ses possibilités, qu'il demande collectivement des efforts qui soient proportionnels aux résultats, sans tomber dans des excès ni de sanctions, ni de dépenses financières. Autrement dit, qu'est-ce que je lui suggère au législateur? De demander des travaux réalistes, dans un délai réaliste, en laissant les professionnels les faire de manière réaliste. Et la question, évidemment, que je me pose dans l'opposition du juge et du législateur, ou dans leur rapprochement, c'est de me dire, mais puisqu'on a un législateur ici si dogmatique, que va faire le juge face à ce dogme? Comment il va réagir de manière pragmatique? Donc moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que le législateur devienne pragmatique, mais surtout pas que le juge devienne dogmatique.